Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Conditions de la vie, METIERS et position sociale. Les nouveaux gendarmes parlent d'eux-mêmes. Jean-Yves Fontaine. L'action de la police et de la gendarmerie est une affaire profondément humaine. On ne dirige pas des numéros, des ombres, des catégories de fonctionnaires. On dirige des femmes et des hommes qui ont leurs aspirations, leurs soucis, leurs espérances. Ainsi s'exprimait le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales le 2 septembre 2003 au cours d'une réunion avec les policiers et les gendarmes de la zone de défense nord à Lille. Cependant, malgré la volonté des pouvoirs publics de rétablir un lien de confiance avec la force publique et malgré les efforts actuels de remotivation de la gendarmerie nationale de l'après-2001, autour de la nouvelle politique de sécurité initiée par le gouvernement qui accorde aux gendarmes et aux policiers de nouveaux outils judiciaires comme les contrôles renforcés, les fouilles, les gardes à vue et les perquisitions, un premier constat impose. Les recherches sur les aspirations, les soucis et les espérances des femmes, des hommes et des familles qui travaillent et vivent en gendarmerie restent encore trop peu nombreuses. En revanche, nombreux sont les gendarmes de tout grade qui commentent le climat social régnant actuellement en gendarmerie. L'un d'entre eux notamment, le lieutenant-colonel Jean-Pierre Baradel, officier de gendarmerie en activité, commandant la section de recherche de Versailles. Il est nécessaire d'instaurer au sein de la gendarmerie des rapports humains pacifiés. Chaque militaire, considéré comme une personne à part entière, doit réellement être placé au centre de toutes les préoccupations. 4. Comment comprendre la nécessité de replacer les nouveaux gendarmes de décembre 2001 au centre des préoccupations de la gendarmerie en particulier, et de la politique publique de sécurité en général? Comment comprendre le malaise récurrent ressenti par les personnels de la gendarmerie et comment encore interpréter le récent mouvement social, sinon en analysant leurs aspirations, leurs soucis et leurs espérances au travers des discours qu'ils tiennent? L'expression libre mais clandestine d'un malaise général. Les entretiens réalisés depuis octobre 2001, les confessions spontanées souvent rendues publiques, les interviews accordées aux journaux locaux, les articles dans des revues corporatives comme l'essor de la gendarmerie ou le progrès de la gendarmerie, mais aussi les centaines de mails postés sur les forums et chats de discussion des sites spécialement ouverts par et pour les gendarmes permettent une approche profondément humaine du mal-être et du mal-vivre des gendarmes et autorisent une première analyse du malaise et de la crise de 2001. L'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis de par leur statut n'empêche pas les militaires de la gendarmerie de s'exprimer ouvertement et de communiquer librement, notamment par Internet. 8. Le 2 juillet 2003, ajoutant un commentaire à notre questionnaire, un gendarme donne le ton. L'irritation du personnel en général est à son comble. Je parle pour ceux qui sont tous les jours dans les brigades territoriales. Nous devons répondre à toutes les demandes qui nous parviennent, réagir à la minute, ne pas se tromper sinon nous sommes mis au banc, punis. Aucune formation ne nous permet de faire face à certains événements. Violences quotidiennes, physiques ou verbales, provocations, jets de pierre, incivilité. Lorsque nous sommes sur le terrain, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Dans la gendarmerie, qui est un métier prenant pour peu que l'on se prenne au jeu, il y a deux choses de sûres. La première, c'est qu'à la fin de la journée le travail accompli est soit satisfaisant soit perturbant et la seconde chose, c'est que malgré tout à la fin de cette journée j'aurai fait plus de choses pour mes concitoyens que la plupart de ceux qui continuent à nous critiquer ou nous commander. La gendarmerie est une institution vieille de plusieurs siècles qui a essayé malgré son personnel de s'adapter au modernisme, mais qui par manque de projection sur l'avenir est incapable de le gérer. En conséquence, il faut peut-être qu'elle disparaisse ou qu'elle fasse comme le phénix. À la question « Pourquoi parle-t-on du malaise des gendarmes ?» Max, un interlocuteur qui utilise un pseudonyme, nous répond le 15 septembre 2003. Justement parce qu'il concerne les gendarmes. Les individus qui ont été de tout temps habitués à supporter et à se taire, dont l'obéissance aveugle aux ordres reçus, la discipline bornée et leur côté vieille France a alimenté tant d'images d'Épinal. Le décalage entre cet état de fait et l'ampleur du mouvement a été tel que le malaise a attiré l'attention des médias et de la population. Au cœur du mouvement social, des épouses de gendarmes,
regroupées au sein de l'Association nationale des familles de gendarmes, parlent aussi. Le 22 septembre 2003, l'une d'entre elles déclare : Les gendarmes et leurs familles sont des citoyens comme les autres qui n'aspirent qu'à une chose, vivre normalement leur vie de famille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement on vit en banlieue de grosses villes, c'est ce que ressentent les femmes de gendarmes. Un exemple tout simple. À Nanterre, les familles font tout pour scolariser leurs enfants au collège et au lycée, soit dans le privé, soit hors de Nanterre. De plus, il est vrai qu'être épouse de gendarme dans ces coins-là, ce n'est pas facile. Dans Paris intramuros, on est encore bien, mais est-ce que cela va durer ? En effet, un collègue de mon mari a été victime d'un individu lorsqu'il montait une caisse à l'Assemblée nationale. Il a dû finir par le ceinturer. Mon époux, qui était en groupe en uniforme avec des collègues, s'est fait huer et insulter par des banlieusards. Je ne vous cache pas que je sens comme un malaise, et que j'ai mal aux tripes ce soir car j'en ai marre de voir cela. Moi, j'ai vécu avec la hantise pour mon fils, j'ai vu ce qui s'est passé à Asnières lorsqu'on vivait dans la cité, logé par la gendarmerie. Un an plus tôt, en octobre 2002, sur le forum du site des Gendarmes en colère, un des acteurs du mouvement de protestation de décembre 2001 aux côtés de la FPIP, Fédération professionnelle indépendante de la police, un gendarme au bord du gouffre selon son expression gradé et père de 2 enfants s'était confié publiquement sur 12 pages. Mon histoire n'a pas pour but de cracher dans la soupe, car je me refuse de mettre tout le monde dans le même panier, et à mon sens, la gendarmerie conserve, et en majorité des gens de valeur, de par leur professionnalisme, leur intégrité, leur disponibilité et leur croyance en ce qu'ils font. Malheureusement, alors qu'il y a 30 ans, une société comme Dassault par exemple, pensait déjà tout mettre en œuvre pour améliorer l'environnement social de ses collaborateurs et de tous grades confondus, la gendarmerie est restée bloquée sur la ligne de départ. Personne n'a compris que l'institution allait décliner et désormais, nombreux sont ceux comme moi qui, fatigués, ne peuvent que partir et tenter de tout oublier. Cette confession, comme son auteur l'avait intitulée lui-même, toute empreinte d'émotion et de désespoir, après de longs développements de plusieurs pages où se mêlent une succession d'anecdotes et les réflexions intimes d'un homme usé au sortir d'une carrière difficile, se termine ainsi. Voilà, je vis reclus chez moi, je cherche du travail, je cherche un avocat et parfois j'ai envie de mourir. Il faut que je tienne pour mes enfants, même si je sais que notre avenir s'annonce morose financièrement. Je vais bientôt rejoindre ma famille à B, chez mes beaux-parents. Nous serons 4 à dormir dans 16 mètres carrés. Je totalise 21 ans et demi de service. Je pense devoir toucher en retraite 880 €. Je vais maintenant engager des poursuites administratives. Je désire également déposer une plainte judiciaire pour harcèlement moral. Des épreuves personnelles de milieu et des enjeux collectifs de structure sociale. La violence au travail et l'exploitation morale et psychologique des salariés des secteurs privés et publics confrontés à la vie professionnelle se traduisent depuis quelques années par le malaise, le mal-vivre collectif et le mal-être individuel, qui s'expriment parfois sous des formes pathologiques. Irigoyen, 1998. Quelle que soit l'institution en question, mais plus particulièrement quand il s'agit d'une institution aussi prégnante que la gendarmerie, les acteurs sociaux sont prédisposés à exprimer leurs difficultés professionnelles en termes de perversion morale et de troubles psychologiques plutôt que de les affronter comme des rapports de force et de véritables conflits inhérents aux groupes humains. À l'instar de Jean-Pierre Le Goff, qui n'avait de cesse de souligner la psychologisation et la victimisation actuelle des rapports sociaux, l'analyse sociologique du malaise qui est à l'origine du mouvement social de décembre 2001 doit faire le tri entre le grand déballage émotif qui caractérise les forums, les chats des sites internet des gendarmes ainsi que les commentaires recueillis au cours des entretiens en face à face et le mal-être en gendarmerie qui est une réalité. De plus, le rapport entre les épreuves personnelles de milieu et les enjeux collectifs de structure sociale, Wright-Mills, 1977/10, permet peut-être de mieux saisir le défi social actuel au sein de la gendarmerie. Les épreuves personnelles de milieu sont logiquement éprouvantes dans la vie d'un individu, d'un gendarme, en le transformant et en forgeant son caractère et son individualité pour le faire devenir tel qu'il sera dans ses rapports avec les autres. L'épreuve n'est jamais neutre. Elle touche l'individu profondément, elle l'affecte et constamment celui-ci, nous précise Charles Wright-Mills,
sans peser une menace sur les valeurs qui lui tiennent à cœur, ibidem, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Quant aux enjeux collectifs de structure sociale, ils transcendent le champ de la vie intérieure de l'individu, ibidem, comme par exemple l'insécurité, le statut militaire ou la modernisation technologique de la gendarmerie. Les enjeux collectifs, qui suscitent parfois de violents désenchantements et qui sont semés de contradictions, touchent et affectent également les collectivités humaines, qui sentent qu'une menace pèse sur une valeur qui leur est chère, ibidem. Les nouveaux gendarmes ont établi ce lien entre leurs épreuves personnelles et les enjeux de structure sociale de la gendarmerie. Les propos de ce gendarme qui prend la parole sur le site internet de l'Essor en octobre 2000 en est un exemple. Encore une fois, et comme d'habitude, nous faisons du sur place. Je suis persuadé que rien ne changera de manière significative tant que nous resterons enfermés dans notre carcan de bons militaires bien disciplinés. Car en fait, que nous apporte ce statut de militaire mis à part le droit d'obéir? Le logement de fonction? Plus d'actualité. La grande majorité des gendarmes préféreraient accéder à la propriété étant jeunes. D'autant que pas mal de casernements laissent encore à désirer. La sécurité de l'emploi? Un fonctionnaire a les mêmes avantages. Alors quoi d'autre? Je ne vois pas. Après 26 ans de maison, je m'aperçois que rien ne change vraiment, surtout au niveau des mentalités. Tous ces nouveaux matériels, téléphones, rubis, véhicules, informatique, etc. On nous annonce cela comme quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi jubiler. Sommes-nous en l'an 2000, oui ou non? Alors pour moi, rien d'exceptionnel à cela. Avec ces quelques matériels on nous endort encore et ce n'est que de la poudre aux yeux, rien de plus. Enfin, en ce qui me concerne, j'espère pouvoir décrocher de cette profession prochainement. La coupe est pleine, je vais aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Tout cela sera bénéfique à moi-même ainsi qu'à ma famille qui, elle aussi, a souffert de cet immobilisme chronique. La conscience collective des gendarmes, perceptible lors des manifestations de décembre 2001, 25 000 manifestants actifs sur un effectif total de 100 000 gendarmes, a construit depuis longtemps son discours en s'appuyant sur des centaines de lettres anonymes et des milliers de mails, anonymes également, qui reposent sur les révélations et les confidences anecdotiques relatives aux conditions de vie quotidiennes des personnels et de leurs épouses, aux erreurs de l'encadrement et aux maladresses des supérieurs hiérarchiques. De par la particularité de sa forme, cette expression sociale est intrinsèquement liée à l'institution. Alors qu'elle reste le symbole de la stabilité sociale et de la permanence, la gendarmerie génère une contestation sociale originale, conséquence d'une structure fonctionnelle et organisationnelle faite d'une multitude d'unités de terrain minuscules, isolées, éparpillées et de nature différente, maintien de l'ordre, police judiciaire, représentation, police-route, etc. Mais aussi sur un corps social fragilisé du fait de l'hétérogénéité de son recrutement aussi bien professionnel que social. De plus, et malgré l'existence de l'Essor et de l'UNPRG, l'absence de centrales syndicales, interdite dans toutes les institutions militaires, a toujours empêché la rationalisation des revendications qui sont restées exclusivement d'ordre corporatiste et ce, malgré l'institutionnalisation depuis 1989 du Conseil de la fonction militaire gendarmerie. Alors que la gendarmerie fait partie, historiquement et affectivement, de la famille militaire, l'expression de la contestation sociale dans les armées de terre, de l'air et de la marine nationale revêt d'autres formes qui ne sont pas exposées avec la même radicalité. Un civil non gendarme en est d'ailleurs surpris et réagit dans un forum de discussion en ces termes. Je suis étonné que l'on puisse livrer à tout le monde des états d'âme qui ne devraient regarder que vous, étonné enfin, des contradictions et des dissensions qui règnent dans votre corporation. Apparemment, peu de civils lisent vos lignes et c'est heureux pour vous. Étaler ainsi votre rancœur ne présage rien de bon. Quant à celui qui vous ouvre son site, il n'a sans doute pas mesuré, ou c'est un provocateur, le mal qu'il pouvait faire à laisser ainsi s'exprimer en public des gens que je respectais jusqu'alors, mais qui sont en train de se dévaloriser à mes yeux de civils lambda. Les caractéristiques de l'expression sociale en gendarmerie, dont on a ici un aperçu, empruntent des formes qu'elles n'ont pas dans d'autres institutions et qui ne sont pas sans ressemblance avec l'esprit vaurien 14 dénoncé par Napoléon. Cette expression singulière, fédérée par le réseau Internet,
un des vecteurs, amplificateurs du mouvement social de 2001, a posé les bases d'une contestation qui prend désormais l'aspect d'une véritable question sociale qui s'impose à l'appareil hiérarchique militaire, dans le sens de tensions et de conflits qui échappent à la chaîne de commandement, de rivalités et de clivages non maîtrisables. Face à cette radicalité, les principes du maréchal Lyautey comme le moral des personnels, les actions caritatives, le secours mutuel et le paternalisme ou ceux plus sophistiqués, du management participatif ne peuvent à contrario que consolider la question sociale en gendarmerie. La question sociale et les clivages sociaux en gendarmerie. Comme l'écrivait Robert Castel, la question sociale est une aporie fondamentale sur laquelle une société expérimente l'énigme de sa cohésion et tente de conjurer le risque de sa fracture. Elle est un défi qui interroge, remet en question la capacité d'une société à exister comme un ensemble lié par des relations d'interdépendance. 1995/25. Aborder la question sociale en gendarmerie revient donc dans un premier temps à s'interroger sur la place des gendarmes dans la société française. À ce sujet, Max indique: Je vois en fait le militaire comme un citoyen bémol, qui évolue dans un monde hermétique, en marge de la société. Le gendarme est encore à part, car non seulement il est militaire mais il est en outre soumis à des restrictions propres à sa fonction. Elle pose ensuite, dans un deuxième temps, la problématique récente de la place des gendarmes au sein de la gendarmerie. Évoquer la question sociale amène donc à réfléchir à la cohésion interne de cette institution qui fait corps avec la culture populaire des Français et qui participe pleinement au maintien de l'imaginaire sécuritaire de la population. La crise de décembre 2001 a en effet révélé l'existence de 4 clivages fondamentaux. Officiers et sous-officiers. Le premier clivage distingue les officiers et les sous-officiers, avec les sous-clivages officiers supérieurs, officiers subalternes et gradés sous-officiers. Ce clivage qui structure le discours des gendarmes est d'ordre statutaire. À ce titre, un gendarme déclare en novembre 2000. Les modes de communication changent mais la manière de faire reste. En 1989, j'envoyais des lettres anonymes à J.C. Bourret, aujourd'hui ce sont des mails à l'essor derrière un pseudo. J'ai vraiment l'impression que rien n'a changé. Un nouveau commandant de compagnie vient d'arriver, il nous semble que nous venons de faire un grand bond de 30 ans en arrière. Ce jeune capitaine aurait-il peur d'aborder le 3e millénaire? Aurait-il la nostalgie du siècle dernier? Il semble bien que oui. Une chose l'intéresse, le règlement de discipline générale, chaussures cirées, cheveux courts, plis sur le pantalon. Je ne préviendrai pas, dit-il. Je punirai. Il n'interdit pas les repas de cohésion avec les familles, il déconseille, il ne s'adresse qu'aux commandants de brigade, même les adjoints sont ignorés. Arrivé en novembre, il notera le personnel considérant peut-être que son adjoint présent depuis plus longtemps à la compagnie est inapte à le faire. Ah, bonne nouvelle tout de même, dans sa grande bonté il autorise le personnel à rencontrer l'assistante sociale sans passer par son intermédiaire. Que croyez-vous qui va se passer? Un grand nombre de gradés vont baliser et faire plaisir au roi Soleil. Et qui va déguster? Gagner? Les sous-officiers que vous commandez sont prêts à vous suivre, n'ayez pas peur de prendre le train en marche. Si par malheur la gendarmerie venait à disparaître, les plus malheureux ne seraient pas les sous-officiers, qui seraient reversés dans la police, mais certainement les officiers qui eux rejoindraient les corps de troupes, l'armée de terre. Adieu réception et petit four, pensez-y. Bien qu'elle soit souvent contournée par les officiers et parce qu'elle charpente la pensée sociale des personnels, cette stratification officier-sous-officier représente une réalité sociale tout en masquant une autre stratification plus complexe. En effet, cette structure traditionnelle des grades n'est peut-être plus en phase avec la stratification sociale, culturelle et technique des nouveaux gendarmes, et cela quel que soit leur grade, qui occupe tous les échelons de la pyramide hiérarchique. Un colonel, ancien commandant de groupement questionné à ce sujet ajoute. Par ailleurs, depuis de nombreuses années, en gros depuis 1995, la Direction générale de la Gendarmerie nationale, DGGN, n'a pas considéré avec suffisamment d'intérêt la symbolique des attributions entre officiers et sous-officiers. Il s'agit en particulier du fait d'avoir attribué le titre de commandant de brigade à des officiers,
titre ressenti très profondément par le corps des sous-officiers comme consubstantiel de leur état. Cette situation s'est encore aggravée par la dévolution à des lieutenants du commandement de communautés de brigade, ce qui accentue encore le décalage du positionnement du corps des majors qui, en gendarmerie mobile, se sont vus retirer le commandement de peloton de marche. Donc l'évolution en gendarmerie départementale est diamétralement opposée à celle en gendarmerie mobile. Notre DGGN mesure-t-elle l'impact psychologique de telles dispositions qui heurtent très profondément et inutilement les sous-officiers ? Militaires et civils. Le second clivage oppose les tenants du militaire à ceux du civil. C'est le clivage récurrent de la gendarmologie actuelle. Qui dit principe militaire évoquera les servitudes auxquelles le gendarme doit se plier par nécessité avec application stricte du principe hiérarchique. On se référera à Grandeur et servitude militaire d'Alfred de Vigny, à l'abnégation, au dévouement et au courage du gendarme. Qui dit principe civil abordera le syndicalisme et les revendications sociales ainsi qu'une remise en cause de l'institution. C'est faire référence à la dualité du système policier français. Une gendarmerie militaire et une police civile. La tendance actuelle est à la civilianisation des personnels pour qui le statut militaire n'est plus seulement qu'un cadre juridique protecteur. Être militaire n'est plus représentatif d'un État, et les valeurs militaires et leur représentation sociale et morale sont perçues comme un poids, une gêne, un handicap et parfois une dégradation. C'est encore Max qui nous déclare en juin 2003. Le statut militaire des gendarmes les ampute d'une bonne partie de leurs droits citoyens. Notamment celui de pouvoir exprimer leur mécontentement quant à leurs conditions de travail. Je pense que personne parmi nous n'a agi à la légère. Le malaise était dans tous les esprits. Nous n'avons pas, si je puis dire, la culture de la contestation et aucun syndicat pour fédérer nos revendications. Tout s'est passé si spontanément, aucun chef à la tête du mouvement, le comble pour des militaires non, nous étions plus que surpris par ce qui arrivait. Le gouvernement de l'époque et notre haute hiérarchie n'ont pas manqué de jouer les mijaurés en se retranchant une fois de plus, derrière le statut militaire et le devoir de réserve. Si les pouvoirs en place ces 30 dernières années avaient pris leurs responsabilités et cessé de considérer les militaires comme des sous-citoyens, bons à tout faire, taillables et corvéables à merci, je sais, l'expression est galvaudée, nous n'en serions pas arrivés à cette extrémité. Certains officiers en ont conscience et comprennent le phénomène. Ainsi, notre colonel de gendarmerie, ancien commandant de groupement, se confie pour mieux cerner la civilianisation de la gendarmerie. La force de la gendarmerie a longtemps reposé sur la qualité de commandement des gradés, qui se fondait sur leurs compétences techniques et leur qualité de meneur d'hommes. L'accroissement de leurs charges administratives, alourdi par la tenue à jour des dossiers informatiques, excellents outils d'aide au commandement au demeurant, en a fait des gestionnaires. Puis, la généralisation des COG, Centre opérationnel gendarmerie, qui les a déchargés la nuit de la réaction opérationnelle immédiate au niveau même de leur brigade et par l'effet induit de la modification du fonctionnement du planton, les a également conduits progressivement à assumer eux-mêmes les fonctions de planton. De patrons de leur unité, les commandants de brigade et a fortiori les gradés intermédiaires sont donc devenus plus des gestionnaires ou exécutants et moins des chefs militaires. Ils ont perdu leur identité d'encadrement de contact. La création récente de formations au commandement des gradés peut améliorer l'aspect technique de l'exercice de leurs fonctions. Elle ne peut toutefois pas compenser le fait qu'ils soient passés de chefs militaires d'unités opérationnelles, aussi petites eussent-elles pu être, à des fonctions qui s'apparentent à présent bien plus à celles des directeurs d'école primaire. L'attrait est donc des plus minces, d'où souvent le refus des meilleurs gendarmes de concourir à l'avancement, donnant priorité au travail de l'épouse et au maintien dans la résidence, l'avancement étant synonyme de mutation, et des gendarmes restés à leur grade mécontents de la médiocrité relative de certains de leurs gradés. Tradition et modernité. Le troisième clivage divise les modernes et les anciens ou oppose la modernité à la tradition. Un jeune officier nous déclare : la gendarmerie doit s'adapter résolument à la société dans laquelle elle est plongée. Elle doit se débarrasser de son fatras tradit. Elle doit tout faire pour coller au plus près de la réalité sociale des banlieues,
des familles décomposées et recomposées et de la criminalité moderne. La tradition répondra que c'est en maintenant ces principes de fonctionnement multiséculaire que la gendarmerie assurera la meilleure protection. Un général de gendarmerie nous affirme: l'informatique, la vidéo, la statistique, la sectorisation, les objectifs à atteindre, tout ça, ça nous éloigne bien de la vraie gendarmerie, celle du contact, et oui, celle de la perte de temps. Le gendarme à cheval, le gendarme à bicyclette, ou celui des estafettes, ça vous fait rire, mais à y regarder de près, c'était peut-être ça, la vraie gendarmerie. Les gens s'estimaient plus en sécurité que maintenant, qu'avec des COG, les centres opérationnels de la gendarmerie, aseptisés qui répondent dans un grésillement inaudible. Enfin, notre colonel saura faire la synthèse entre tradition et modernité pour dire: au lieu d'être légitimement fier que son institution ait été la première à disposer d'un accès direct aux bases de données centrales en temps réel depuis les années 80, Saphir, puis du premier réseau numérique spécifiquement adapté aux missions de police, Ruby, on n'y trouve rien d'exceptionnel. Cela n'a qu'un nom, la C.RI, qui disqualifie logiquement ceux qui tiennent un tel discours infondé. Mais dans notre société dite de l'information, ce sont ceux-là qui prennent la parole, qui sont écoutés, et cités comme exprimant la parole des gendarmes. Mais cela montre aussi que les gendarmes ont évolué avec leur temps, et que ces évolutions très complexes ont en fait été bien acceptées malgré les réticences que la nouveauté entraîne naturellement chez beaucoup. Vitesse et lenteur. Le dernier clivage, transversal aux trois premiers, est d'ordre dromotique, le mouvement contre la stabilité, la vitesse contre la lenteur. C'est un clivage aussi bien géographique, affectation au sud puis au nord et à l'est, mais aussi en Corse, au Liban et au Kosovo ou en Afghanistan, que structurel, mutation en gendarmerie départementale, en gendarmerie mobile puis en état-major, professionnel, sous-officier subalterne puis adjudant, concours major, concours officier et stratégique, relatif à la doctrine d'emploi, permanence et proximité contre intervention immédiate projetée du lointain sur l'événement à traiter. Il a été au cœur, aux côtés des trois premiers clivages, des revendications des années 2000 et 2001 visant à la suppression de la mobilité systématique des personnels sous-officiers. Les officiers restent soumis à une périodicité systématique de mutation géographique tous les 2 et 4 ans en moyenne. Un gendarme s'exprime durement le 4 mars 2003. En ce qui concerne la mobilité, je pense que c'était une bonne chose. Il faut bouger si on ne veut pas s'encrouter. Oui, la famille et les enfants en prennent d'un coup, mais en fin de compte, ça les fortifie et ça les prépare à la vraie vie professionnelle. Moi, j'en suis à ma 9e mutation, dont 8 en tant que gendarme. Si les mécontents se plaignent, il faut qu'ils changent de métier. Il faut qu'ils aient l'honnêteté de reconnaître que lorsqu'ils sont rentrés chez nous, ils connaissaient les inconvénients et les avantages de la profession. Je crois que la gendarmerie est en train de faire des fonctionnaires, et qu'elle y perd son âme. Il faut être moderne. C'est pas en restant 15 ans voire 20 dans la même brigade qu'on va faire de bons gendarmes, au contraire. Les habitudes, les relations, ça finit par être une véritable gêne. Voir du pays et même de l'outre-mer, pourquoi pas, ça, c'est mieux et c'est la vraie gendarmerie. Je laisse l'ennui des unités où personne n'est muté aux anciens et aux pépères qui n'ont plus rien à voir avec les gendarmes. Le clivage mouvement, stabilité se retrouve plus prosaïquement dans la différence entre les gendarmes adjoints à statut précaire et les gendarmes à statut permanent. De manière plus générale, ce clivage oppose la permanence à l'éphémère, l'individualisme au social, mais aussi la terre à la vitesse. Paul Virilio fondait la notion de dromotique, Virilio 1977, sur la modernité qui réduisait le monde à l'instantanéité et à l'ubiquité. En effet, la stabilité contrainte de la majorité des personnels gendarmes affectés en brigade territoriale apparaît pour les modernes comme le signe d'une existence diminuée. Être tenu sur place est synonyme de dénuement social, d'un amoindrissement mal supportable. Ballandier, 2001 sur 68. Expression démocratique d'un malaise social ? L'analyse de la crise sociale de décembre 2001 permet de prendre la mesure de la nouvelle situation de la gendarmerie. La présence de plus en plus significative de ces nouveaux gendarmes et de leurs familles, en état de dévalorisation sociale, qui considèrent que devenir et rester gendarme n'est pas une réussite sociale du fait du délitement de l'autorité et du prestige attachés à leurs fonctions,
pire, en voie de désocialisation parce qu'ils s'estiment tenus à écart et exclus de la société. Les nouveaux gendarmes se démilitarisent, les valeurs militaires ne donnant plus de sens à leur action. En quête de reconnaissance sociale, ils se sentent déconsidérés par les pouvoirs publics et par leur hiérarchie. Ils se plaignent d'avoir perdu toute autonomie face aux contrôles qui s'immiscent dans la quotidienneté de leurs services, de leur action et de leur famille. Ces nouveaux gendarmes s'installent dans une situation de conflit permanent, en remettant ouvertement, violemment et systématiquement leur institution en cause. Tout en n'étant pas en réelle situation de désobéissance, les manifestations de décembre ont peut-être montré le contraire. Ils se murent dans un axe du refus qu'ils expriment librement par la voie d'un veto électronique. Ces nouveaux gendarmes, avec lesquels la hiérarchie doit désormais compter, qui peuplent les brigades, les escadrons, les compagnies, les sections, les pelotons et les régiments, ne semblent plus trouver leur place, soit parce que la gendarmerie n'est plus ce qu'elle a été, soit parce que la ressource humaine a évolué. Le 21 octobre 2003, un gendarme concluait sur le site des gendarmes en colère. Effectivement, il y a beaucoup de gendarmes en colère qui brûlent sûrement de bouger ou de réagir, mais vu que nous sortons de ramasser une claque, alors que nous avons cru jusqu'au bout que nous aurions enfin satisfaction, il manque à tous un vrai moyen de communication, sans censure. Voilà pourquoi je parle de votre site autour de moi, un jour ça va marcher. D'autant qu'à chaque fois que je suis sur votre forum, j'ai des alertes sur mon firewall qui viennent de partout, à croire que vous traînez des gamelles. N'ayez crainte, la liberté d'expression vaut bien un disque dur. Courage, je suis attentif et autour de moi, même si personne ne bouge, il y a des langues qui se délient. Conclusion. Communiquer sera toujours le point faible de notre arme, même entre nous. Faire la sociologie des nouveaux gendarmes, et pour qu'ils soient doués d'imagination sociologique, Wright Mills, 1977/13, consiste à situer leur vécu dans le contexte d'enjeux propres à leur institution. Parce qu'ils ont acquis une liberté d'expression rarement vue dans le monde militaire, parce que ce sont eux, les gendarmes, qui quotidiennement, parlent, façonnent et fabriquent de la gendarmerie, et parce qu'ils sont certainement devenus en décembre 2001 des acteurs et des sujets, la démocratisation de la gendarmerie, au sens où l'entend Alain Touraine 1994/24, c'est-à-dire comme la lutte de sujets, dans leur culture et dans leur liberté, contre la logique dominatrice des systèmes, semble inéluctable. Revue et périodique. Bulletin d'information de l'Association nationale des familles de gendarmes, ANFG. L'écho du képi, bulletin du mouvement des femmes de gendarmes, MFG. Rapport d'activité du MFG de 2002. L'essor de la gendarmerie nationale. Publication mensuelle de l'Union nationale des personnels retraités de la gendarmerie. Le progrès de la gendarmerie. Publication mensuelle de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie. La revue de la Défense nationale. La revue de la Gendarmerie nationale. Gendé-Info, revue interne de la Gendarmerie nationale. Le Trèfle, revue des élèves et des anciens élèves de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale. Les cahiers de la sécurité intérieure. Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Ouvrier en MOBILITE, ou à la dérive? Le cas de la SMN. Jean Ferrette. Funèbre anniversaire. Les 10 ans de fermeture de l'usine sidérurgique normande ont remis à jour une question très partagée localement. Que sont devenus les anciens salariés de la SMN licenciés en 1993? En novembre et décembre 2003, un quotidien régional, un hebdomadaire, une chaîne de télévision régionale ainsi qu'un cinéma canet lui ont consacré reportages et soirées. Notre propos poursuit 2 objectifs. Un objectif factuel, reconstituer les parcours des anciens salariés de la SMN et en établir une typologie. Un objectif conceptuel, mettre à l'épreuve certains concepts relatifs à l'action de l'acteur, soit qu'ils le réduisent à l'état d'agent subissant la détermination par les structures, soit qu'ils exaltent le sujet libre, maître de son reclassement. De l'erreur en sociologie, sociologie de l'erreur et sociologie erronée. De l'erreur de fait. En 2002, dans un article consacré au problème du reclassement des salariés de la SMN, Ronald Minot, 2002,
a repris essentiellement les résultats d'un mémoire de maîtrise de géographie réalisé en 1999 par Éric Brusseau. Celui-ci était tributaire des informations fournies par l'organisme de reclassement, la SODI. Compte tenu des départs en pré-retraite et des dispensés d'activité, 1 millier de salariés étaient à reclasser. Or, malentendu ou négligence dans le tri des chiffres, ceux-ci sont inexacts. Le grand nombre de reclassements au sein de quelques entreprises, Philips, Promodes, Moulinex, Transport Malherbe, est invraisemblable à 2 titres. Tout d'abord sur le plan économique, on ne voit pas comment, même accompagnés d'aides financières, ces embauches auraient pu correspondre à un accroissement de la production de ces entreprises, à moins de considérer qu'elles se substituaient dans certains cas à des emplois déjà existants, ce qui fut vrai dans certains cas, à Moulinex en particulier. Ensuite, il est difficile d'imaginer qu'une telle quantité d'embauches soit compatible avec les politiques sociales des directions des ressources humaines qui ont pour principe de ne pas intégrer au même moment beaucoup de salariés d'une même culture, notamment syndicale, pour ne pas déséquilibrer la culture de l'entreprise d'accueil. Selon la SODI, les reclassements en 1999 se ventilaient comme indiqué ci-dessous, effectifs SODI. Cependant, ces effectifs ne correspondent pas à ceux que nous avons enregistrés, effectifs réels, après vérification. L'écart est de 823 reclassés, soit 81% de l'effectif total à reclasser. En réalité, la plupart des salariés ont été distribués en très petits effectifs entre de nombreuses PME, dont beaucoup ont disparu. La liste complète semble difficile à établir. La SODI a entre-temps déménagé et détruit ses archives, seule une partie ayant été déposée aux archives du Calvados, dans le fonds Usinor. Quelques listings, épars dans les archives de la CFDT Métallurgie du Calvados ou de la SODI, indiquent une 50aine de noms d'entreprises. Mais nombre de celles-ci n'ont pas embauché de salariés SMN qui n'étaient présents qu'en détachement, et qui ont été par la suite repris en charge par la SODI. Au statut de l'erreur en sociologie. Ces erreurs ne sont pas anodines, et ne sauraient relever du peu de fiabilité d'un mémoire de maîtrise, qui a eu recours à un nombre particulièrement élevé d'entretiens. Elles révèlent l'ignorance dans laquelle est tenu le corps social du devenir de salariés en défense desquels toute la société, élus de droite ou de gauche, associations, autres corps professionnels d'indépendants et de salariés, est élevée. Elle révèle l'inefficacité des procédures de contrôle institutionnel à corriger et rectifier des erreurs qui, pour peu que l'on soit informé du sujet, apparaissent patentes par leur invraisemblance, sans pour autant que les mêmes soient en mesure d'apporter des chiffres plus proches de la réalité. Sans prétendre ici abolir toute erreur, c'est, entre autres objectifs, l'objet d'une thèse en cours que de construire et vérifier les données. Nous ferons le point à partir de ce que nous savons d'un listing de 1296 noms, sur les 1312 salariés restant à la fermeture, et d'une vingtaine d'entretiens. Le travail de la sociologie ne se limite cependant pas à la vérification et à la correction des énoncés sur les faits. L'établissement de tous les faits est une condition nécessaire mais non suffisante. La sociologie est tout autant une mise à l'épreuve des concepts. Or, pour saisir les problèmes liés à la reconversion des salariés, grande est la tentation de recourir au concept d'habitus pour y voir une spécificité de l'homme d'acier. Ce concept est certainement le concept central de l'œuvre de Pierre Bourdieu, celui pour lequel les index de ses ouvrages révèlent le plus d'occurrences. Bourdieu le définit de multiples façons, de manière parfois contradictoire, et notamment comme spontanéité génératrice qui s'affirme dans la confrontation improvisée avec des situations sans cesse renouvelées, 1987/96. Mais celui-ci est équivoque. Saisi dans sa plus grande généralité et sa plus grande abstraction, il risque de ne pas avoir plus de valeur explicative que la vertu dormitive de l'opium. Pourquoi les salariés résistent-ils tant à leur reclassement ? Parce que leur habitus, en situation d'hystérésis, ne serait pas adapté à d'autres situations qu'à celle de sa constitution. À l'inverse, mis en œuvre dans une étude de cas concrète, le concept d'habitus risque fort de se rabattre vers d'autres concepts plus pratiques, plus adaptés à des questionnements empiriques, issus des écoles américaines fonctionnalistes ou interactionnistes, personnalité de base, socialisation, rôle, statut. Il peut aussi se réduire à des notions se rapprochant davantage du sens commun. Intégration ou exclusion, employabilité.
Il serait facile d'énoncer alors que les difficultés de reclassement sont dues à un habitus en décalage, en situation d'hystérésis. Ce dernier concept, lié au précédent, fait l'objet d'un nombre d'occurrences moins élevé dans l'œuvre de Bourdieu. Est-ce à dire que l'habitus est nécessairement le produit d'une adaptation ? La situation d'hystérésis est rapprochée de celle vécue par Don Quichotte, personnage fantasque et grotesque. Et l'on mesure, à cet exemple, le risque de stigmatisation, involontaire et à l'encontre de tous les engagements déclarés de leur auteur, que court toute analyse s'emparant sans plus de précaution de ce dernier concept, qui pourrait donner l'illusion d'un donquichotisme collectif des salariés en lutte pour le maintien de leurs emplois après que la fermeture de l'entreprise ait été annoncée. En réalité, Bourdieu a dans un ouvrage récent, 1997, critiqué toute approche du concept d'habitus qui ne donnerait à voir des comportements humains que des réactions à des stimuli, dont la métaphore des joueurs de basket ou joueurs de cartes, offrirait une illustration commode. Dès ses premières études sur les Kabyles, il voit l'habitus comme étant toujours en décalage, 1997 sur 229. Et nous précise-t-il, l'ajustement anticipé de l'habitus aux conditions objectives est un cas particulier. Ibidem. Quelles sont ces conditions objectives de constitution, d'ajustement ou de décalage ? C'est ici qu'intervient le concept de champ, qui donne tout son sens à celui d'habitus. Un champ n'est pas seulement un espace social au sein duquel évolueraient des acteurs ou des groupes sociaux. C'est, de manière analogue à la physique, un lieu subissant une tension entre deux pôles. C'est donc un lieu de lutte, de rivalité. Toute société est constituée d'autant de champs qu'il existe de lieux au sein desquels les acteurs sociaux subissent ou mettent en œuvre des stratégies visant à améliorer ou à éviter la dégradation de leur place dans cet espace. Mais là encore, ce concept n'apporterait sans doute pas grand-chose à ceux de culture et de sous-culture spécifiques à un groupe social au sein duquel s'observeraient des luttes pour le pouvoir, s'il ne s'articulait avec le précédent pour former un système et au-delà peut-être, une vision du monde. Cette manière structurale, de concevoir les sociétés humaines privilégiant ce que l'on nommait aux origines de la sociologie, la morphologie aux dépens de la physiologie a été à l'origine de bien des critiques. Celle-ci dénonçait la primauté de la structure au détriment des processus, la reproduction sociale d'un ordre rigide contre le changement social, la fluidité et le progrès, et en définitive le fatalisme contre l'espoir donné à chacun de pouvoir agir sur sa propre vie. C'est contre cette réception rigidifiante de son œuvre que Bourdieu a écrit le texte cité. Les processus sociaux en cours ne lui avaient pas échappé, qui l'amène à préciser la multiplicité des déplacements intra- et intergénérationnels d'ascension ou de déclin font que les habitus peuvent se trouver affrontés, en nombre de cas, à des conditions d'actualisation différentes de celles dans lesquelles ils ont été produits. Bourdieu, 1997 sur 231. Reste à mettre en œuvre cette déclaration face à une situation empirique pour tester sa valeur heuristique. C'est l'objet de cet article. Nous poursuivrons en examinant successivement les conditions sociales à l'origine de l'habitus usinier, puis les formes et les degrés d'hystérésis à partir de l'annonce de la fermeture de l'usine et enfin, les adaptations et réajustements à partir d'un nouvel emploi. La démarche se situera au confluent de l'histoire, déterminante des habitus et des parcours sociaux, et des systèmes d'action à l'œuvre à un moment donné. C'est pourquoi nous examinerons les conditions d'émergence d'un habitus exceptionnellement homogène aux structures. Les faits ayant été abondamment rapportés et commentés par ailleurs, Le Ménorel, 1991, il s'agit ici de les sociologiser, c'est-à-dire de les conceptualiser. Construction de l'habitus, constitution des identités, apprentissage des normes. 1912 à 1974, la construction de la communauté usinière. Pour constituer la communauté ouvrière originelle, la direction de la SMN a dû l'inventer. D'emblée fut donc écartée l'éventualité d'un recrutement majoritairement local. Elle a fait appel à des populations hétérogènes, au gré des événements démographiques, économiques et politiques, en les combinant, en dosant chacune des composantes, dans la perspective d'un tissu humain équilibré, efficient et non conflictuel. La main-d'œuvre déjà qualifiée fut recherchée en Lorraine, au Creusot et en Belgique.
Ailleurs fut trouvée une population ouvrière déracinée, loin de ses origines, Pologne, Russie, Italie, Chine, pour des motifs stratégiques. Pouvoir plus facilement accepter toutes les règles et tous les enjeux du monde industriel. Potier, 1999/32. L'usine Auto recrutait son personnel majoritairement au sein des lignées ouvrières, faisant rarement appel à une main-d'œuvre extérieure, sauf durant la période de reconstruction de l'usine après la Seconde Guerre mondiale qui vit la fondation d'une seconde série de lignées. Les conditions étaient donc réunies pour que se constitue à travers les générations un ensemble de dispositions homogènes, originales et durables. L'habitus de l'homme d'acier, Valognes, 2002. L'accent est mis sur la reproduction sociale, comme si l'usine devait être éternelle. Le changement dans les lignées, la mobilité sociale, est lent et progressif. Il suit l'élévation des qualifications et l'évolution des techniques. Rien ne les prépare à une rupture. Héritiers, les salariés de la SMN constituaient une main-d'œuvre captive, prisonnière de l'univers usinier. Le monde usinier dont il s'agit peut être caractérisé comme un méta-champ, c'est-à-dire un champ, lieu de lutte symbolique et réelle dont les règles sont communément partagées par les acteurs du champ, qui contient d'autres champs qui lui sont intégrés et avec lesquels il entretient des rapports d'homologie structurale. Ces champs, ce sont d'abord, de manière visuelle, celui de l'usine et de la cité qui lui fait face. Appartenant à un projet commun de production et de conservation de la communauté usinière, parfaitement intégrée, l'usine produit de l'acier, la cité, des sidérurgistes, la cité reproduit dans l'espace des rues, des jardins et des maisons la hiérarchie existant dans l'usine. Véritable carte de la morphologie sociale usinière, la cité est aussi un isolat, un espace autosuffisant, qui contient ses écoles, longtemps distinctes de l'éducation nationale, ses commerces appartenant à l'usine, son médecin attaché à l'usine, son club sportif, ses lieux de vacances, ses fêtes. Située sur 3 communes, Giberville, Mondeville et Colombelles, les habitants s'identifient au plateau, nom de la cité usinière, et ont peu de liens avec leurs municipalités respectives. Les grands bureaux de la direction se substituent aux mairies pour les démarches administratives. La socialisation et l'éducation s'appuient sur des modèles de genre éprouvés. Les classes sont non mixtes jusqu'à la fin des années 60, les instituteurs, payés par l'usine propriétaire des écoles primaires, conduisent les filles vers l'école ménagère, les garçons vers l'école professionnelle, toutes situées sur le plateau. Le destin le plus communément proposé aux garçons est l'usine. L'école technique est réputée pour son taux de réussite au CAP. Elle est présentée comme la meilleure de la région. Surtout, l'emploi à l'issue de celle-ci est garanti, croit-on alors, à vie. Pour les meilleurs d'entre eux, la possibilité de continuer à un niveau plus élevé et peut-être, de passer ingénieur, est agitée comme une promesse de promotion sociale. Pour les autres, la garantie de travailler en priorité à l'entretien, voire à la fabrication, constitue l'assurance d'une carrière linéaire et sans problème. Pour les filles, les perspectives de carrière sont plus courtes. Il n'y a pas de promotion après l'école ménagère, si ce n'est par le mariage. Car l'usine embauche peu de femmes, quelques dizaines tout au plus contre plusieurs milliers d'hommes. Si tous les salariés de la SMN n'habitaient pas le plateau, la plupart se répartissaient sur l'axe Caen-Falaise, répartition révélatrice de la continuité entre le monde minier et le monde usinier dont le train minier constituait le fil conducteur, transportant du minerai mais aussi des hommes. À l'intérieur de l'usine et à l'intérieur de la cité, d'autres champs existaient. Champ syndical avec principalement la rivalité CGT-CFDT, champ associatif, sportif et artistique, champ culturel selon les diverses origines. On pense à l'équipe polonaise de football, mais aussi aux nombreuses manifestations folkloriques des communautés immigrées, des spécificités religieuses à celles-ci. L'homme d'acier, ou son habitus, était caractérisé comme un homme fier d'un métier noble et éprouvant, fortement intégré à sa communauté, doté d'une sociabilité amicale et chaleureuse. 1974 à 1993. La dissolution de la communauté usinière. À partir de 1974, les effectifs commencent à décroître. Dès 1977, l'usine ne garantit plus l'embauche des enfants du personnel formé par l'école technique. Malgré les nombreux investissements consentis, en particulier dans la construction d'un nouveau haut-fourneau qui laisse penser que l'avenir de l'usine est assuré, de plus en plus d'ouvriers se détachent de l'usine, en particulier pour leurs enfants.
Ils sont de moins en moins nombreux à habiter sur le plateau. En 1977, seulement 14,5% des ouvriers habitent sur le plateau, contre 29,5% en 1954. L'hystérésis de l'habitus durant la période de pré-reclassement. Un licenciement, c'est le moment où les habitudes, l'habitus, se vivent violemment dans l'écart à leurs conditions d'engendrement. Il atteint toutes les dimensions de l'acteur social, ses identités individuelles et collectives, son statut social, sa position dans l'espace social, son rôle, ses normes. La particularité de cette rupture biographique est d'atteindre à la fois toutes les caractéristiques sociales d'un acteur. Elle peut affecter la forme de la famille, l'image de soi, les fréquentations amicales et de voisinage. Elle modifie en conséquence les ressources en capitaux mobilisables, scolaires devenus obsolètes, sociaux qui se détachent, culturels. Les références au bon ton et au bon goût de son milieu sont inopérantes hors de celui-ci et naturellement économiques. Faire le deuil. En septembre 1991, un article de L'(Usine Nouvelle annonce la suppression de 6 000 emplois au sein d'Unimetal. Cette information est confirmée au cours du conseil d'administration du 17 octobre 1991. Les salariés entrent alors dans un cycle de lutte. Celles-ci sont ambiguës. Ont-elles pour objet de sauver l'usine ou de garantir la meilleure protection sociale possible? C'est cette ambiguïté qui sera à la source du différend entre la CGT et la CFDT, la première réclamant un référendum régional pour sauver l'emploi. Ce cycle s'achèvera le 5 novembre 1993. Le drame de la fin d'une usine, qui est aussi celle de lignées usinières, est de ne pouvoir en faire le deuil par une mise en scène cérémoniale, d'introduire du rite. C'est ce qu'ont fait des sidérurgistes contre les autorités établies. Au cours d'une soirée d'émeute, une poche d'acier est déposée devant le conseil régional, au centre de la place, sur l'emplacement d'un parterre fleuri. 5 jours plus tard, des militants CGT de la santé viennent déposer quelques fleurs sur ce qui, selon eux, doit rester comme une pierre tombale. Quelques jours plus tard, la CGT-SMN et l'UDCGT apposent sur celle-ci une plaque portant l'inscription « Place des sidérurgistes ». Cette plaque est découverte par des enfants de sidérurgistes, Valognes, 2002/84. Un nouveau partenariat. La structure des relations sociales s'était transformée. Aux ouvriers, placés collectivement face à une propriété abstraite incarnée physiquement par une direction locale, succédaient des salariés atomisés, seuls face à une entreprise chargée de produire des reclassés, la SODI, photo 3. Pour permettre une meilleure prise en compte de la personnalité des sidérurgistes, elle avait recruté certains d'entre eux. Mais cela ne suffit pas à faire taire toute méfiance réciproque. Du côté des sidérurgistes, le souvenir des plans sociaux de 1987 à 1990 était encore présent. Ceux-ci étaient réputés avoir concerné surtout les éléments les moins efficaces de l'entreprise, ceux qui présentaient le plus de problèmes de santé ou sociaux. Il reste que le bilan n'était pas bon. Selon un mémoire de DESS, Le Loutre, 1991, le taux de reclassement était de 52,18% des 1078 salariés, soit un nombre comparable à celui des salariés restant à reclasser à la fermeture. Parmi ceux-ci, à peine plus de la moitié, 57,37%, avaient été reclassés en CDI. S'agissant des mesures de départ volontaires, un délégué CFDT confirme les propos de Cécile Leloutre. Ce succès a été une catastrophe, car la direction se contentait de faire un chèque et beaucoup ont tout bouffé en 6 mois et pointent aujourd'hui au RMI. Entre allodoxia et hystérésis. Pour les salariés, c'était la fin de l'effet d'allodoxia, la croyance en la valeur de diplômes devenus obsolètes. La fierté d'avoir passé des diplômes dans la meilleure école de la région allait laisser place à l'inquiétude quant à la reconnaissance de ceux-ci. Déjà en 1986, le sociologue Jean-Pierre Terrail qualifiait les savoir-faire de la SMN de non transférables. Terrail, 1986. L'hystérésis de l'habitus, c'est-à-dire ici, la perception d'un phénomène nouveau à l'aide des catégories de perception antérieures, risquait d'être un obstacle à un reclassement dans un environnement nouveau. Ce qui était auparavant un atout, l'intégration à l'univers SMN se révélait dès lors un handicap. Celui-ci ne distribuait que des capitaux utiles dans sa propre sphère. Leur position relative, le chef étant licencié en même temps que le subordonné, était remise en cause.
Cette situation crée les conditions d'émergence des capacités d'action selon Salvador Juan. C'est lorsque l'adéquation entre disposition et position n'apparaît plus, ou moins franchement, que la présomption de quelque chose qui serait de l'ordre de l'acteur et de sa capacité d'action peut être posée et des ruptures vis-à-vis des normes apparaître. Juan, 1991/46. La période qui s'étend du licenciement à un nouvel emploi a duré pour certains salariés plusieurs années. C'est cette période que nous interrogeons en particulier, celle où l'ancien monde n'est plus possible alors que celui qui doit lui succéder tarde à apparaître. Période d'indétermination durant laquelle l'habitus éprouve ses limites tandis que chaque acteur est sommé de démontrer ses capacités d'action. En réhabilitant l'acteur social autonome, le phénomène d'hystérésis le contraint à la liberté dans le risque, reportant sur lui la responsabilité de son avenir. Or, si cette capacité d'action est présente dans presque toutes les positions de l'espace social, elle n'est pas également distribuée dans cet espace, ibidem. 236. Les salaires plus élevés que la plupart des salaires ouvriers. 9 975 F en moyenne au moment de la fermeture en 1991 contre 8 000 F pour la moyenne des ouvriers, exprimaient leur valeur, mais aussi annonçaient les risques de déchéance à venir. Comment dès lors tenir leur rôle face à la famille, aux voisins, aux amis ? Comment annoncer aux enfants que les années à venir seront moins faciles, leur avenir moins assuré que celui de leurs parents ? L'indétermination de l'avenir contraignait à une prise en compte de l'écart entre des normes révolues et des normes inconnues. La question de l'identité est double. C'est celle que l'acteur social a pour soi et celle qu'il reçoit des autres. Elle est constituée d'un rapport au métier, au diplôme, au syndicalisme, au voisinage. Elle a fait l'objet d'une auto-évaluation, par le biais d'un questionnaire proposé par la SODI. Pour la famille, c'est l'image d'un père qui a cessé d'être fier de son travail, et qui n'est plus en mesure, compte tenu de la baisse de salaire à venir, de subvenir aux charges habituelles ou de compenser les avantages perdus, loyer modéré, colonie de vacances. Pour l'épouse, c'est l'image d'un homme inactif, qui perd son temps toujours à la maison. Pour les petites et moyennes entreprises, employés d'une grande entreprise fortement structurée et syndiquée, les SMN ne bénéficiaient pas d'une image très positive dans le milieu industriel local. Les SMN sont peu actifs, souvent en grève, parfois alcooliques. Les chargés de reconversion ont maintes fois entendu ces clichés dans la bouche des entrepreneurs locaux. Pour la SODI, et malgré l'élément de mixité introduit par l'embauche d'anciens sidérurgistes, la perception de leurs clients n'est pas nécessairement plus flatteuse. Un document sous forme de transparent destiné à un usage interne les classe en 5 catégories de produits à vendre. Les non vendables par nature, les produits irrécupérables, les produits difficiles à vendre, les trop chers et enfin les produits faciles à vendre. En contrepartie, pour les salariés de la SMN, la SODI, c'est d'abord le symbole de la décision de fermeture et le danger de se voir manipulé pour faire du chiffre. C'est aussi le sentiment de retourner à l'école, de s'engager dans des formations inutiles ou d'être vendu aux entreprises. Dès la notification du licenciement, les salariés pratiquèrent l'absentéisme, le repli sur soi. Plusieurs mirent leur ligne téléphonique sur liste rouge. L'année qui suivit fut pour certains une année de dépression, parfois suivie d'un divorce. La répartition des attitudes. De nouveaux clivages achevèrent de déstructurer la communauté usinière. Cela commença le soir même de la fermeture. Le soir de la fermeture, j'ai rencontré des ouvriers qui partaient en CLD. Notre usine fermait et ils allaient fêter ça. Ils sont partis de leur côté et moi du mien. Stéphane Vallogne écrit, à propos des salariés de la SMN, les attitudes au sein du groupe ouvrier semblent osciller entre l'attentisme pour les détenteurs d'un certain capital scolaire et professionnel et la défiance pour ceux qui en sont démunis. Vallogne, 1992/15. Enfin, selon Éric Brusseau, les salariés licenciés de la SMN sont partagés entre deux attitudes. La recherche immédiate d'un emploi et l'attente d'une proposition de la SODI. Une typologie est réalisable à partir des critères de classification suivants. La génération, la classification ouvrier-étam cadre, la généalogie, ascendance usinière ou non, la qualification, diplômé-non diplômé. Bien souvent il y a recoupement, les derniers embauchés, plus jeunes et plus diplômés, sont souvent classés plus haut et sans passer SMN. À l'inverse, parmi les vieux,
Beaucoup sont de lignée usinière et sont passés par l'école technique de l'entreprise. Ils ont par conséquent une qualification utile dans l'usine, mais pas nécessairement transférable hors de celle-ci. Les plus jeunes ont la conscience de la nécessité pour trouver un emploi, d'une formation et d'un diplôme. Les plus âgés sont retenus dans leur recherche par leur croyance en une carrière qui aurait dû normalement se dérouler tout entière dans la SMN. Le second clivage distingue 3 groupes, les ETDAM, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres, les ouvriers professionnels et les ouvriers spécialisés. Les ETDAM qui ont 30 ans d'ancienneté ont conscience que le reclassement se traduira par un déclassement. Ils profitent des 2 ans de salaire et attendent les initiatives de la SODI. C'est là où l'ancienneté et l'héritage culturel sont les plus élevés, que le personnel pris en charge par la SODI est le plus important. Le refus d'accepter la mort de l'usine a conduit beaucoup de membres du personnel à l'immobilisme et à condamner toute initiative de leur part, Brusseau, 1999. Dans un ouvrage récent étudiant les conséquences des licenciements à l'usine Chausson, Linhart 2003, l'équipe de Daniel Linhart distingue 3 catégories de salariés confrontés à une situation analogue. Les fusionnels, peu qualifiés, entrés sans diplôme au début de leur carrière. Ils sont convaincus de conserver leur emploi toute leur vie et entretiennent de bonnes relations avec leurs collègues et leurs chefs immédiats. Ils sont dans une dépendance totale. Les individualistes, plus diplômés, moins dépendants identitairement, pensent qu'il ne faut pas attendre et ne compter que sur soi-même. Les intégrés, sous influence syndicale, considèrent que la fermeture est probable, qu'il ne faut pas rester passif et négocier la sortie. Appliquée aux ouvriers de la SMN, cette catégorisation semble confirmée, compte tenu des caractéristiques des personnes rencontrées et interrogées. Une nouvelle carrière professionnelle. Seules les embauches à Moulinex ont fait l'objet d'une étude systématique des conditions subjectives de mobilité et d'accueil dans un mémoire de DESS, Lecoq, 1994. Pour ceux des autres entreprises, nous ne disposons que de témoignages épars, intéressants néanmoins dans la mesure où, dans des conditions de travail différentes, autres secteurs industriels ou du tertiaire, notamment de la santé, ils recoupent ceux obtenus à Moulinex. 65 ont été employés dans plusieurs usines du groupe, Falaise, Carpiquet, Argentan, Cormelles-le-Royal. Mal accueillis par le personnel, ils étaient accusés de prendre la place de leurs enfants travaillant jusque-là comme intérimaires, et de se substituer au plan d'embauche en CDI promis aux syndicats. Le fait que Moulinex ait reçu des primes et des prêts bonifiés accroissait le sentiment que ces emplois avaient été achetés à Moulinex au détriment des enfants du personnel. Le passage de la SMN à Moulinex est caractérisé par de grandes oppositions binaires qui, toutes, marquent positivement le travail à la SMN, y compris dans le risque et la pénibilité qui ne font jamais l'objet d'un reproche majeur ou n'entraînent jamais l'expression de la satisfaction des apostrophes. Y avoir échappé dans son nouveau travail en compensation des désagréments de celui-ci. Risque sécurité, assimilé à une baisse de prestige, pénibilité routine, intérêt répétitivité homme-femme, rapport viril méchanceté féminine, chaleur humaine individualisme, promotion chute puis blocage, bon salaire bas salaire. En définitive, seul le fait de ne pas être au chômage est considéré comme un élément de satisfaction. La transition est dure, surtout pour les anciens contremaîtres devenus manœuvres. Je ne l'ai pas fait voir devant ma femme et mes enfants, mais bosser pour en arriver là, j'ai pris une sacrée claque. C'est le cas aussi de cet ancien contremaître licencié à l'âge de 49 ans, embauché dans une administration, qui raconte comment, affecté au balayage d'une cave, il s'est dit qu'il ne pouvait pas tomber plus bas et a versé quelques larmes. L'habitude de parler fort et de commander, pour un contremaître, ne facilite pas l'intégration. Ceci peut entraîner des conflits avec son chef de service, surtout lorsque celui-ci est une femme. Il m'a fallu 1 an pour arriver à changer. Même maintenant, il y a des choses que j'ai envie de dire et que je sais qu'il ne faut pas dire. Mais la nostalgie demeure. Photo d'une coulée dans le bureau, discussion avec un ancien SMN embauché par le même employeur. Les nouvelles relations de travail sont qualifiées de feutrées, mais aussi de plus individualistes et moins chaleureuses. Conclusion. Au terme de ce parcours, nous pouvons conclure que le concept d'habitus pris de manière générale et abstraite,
encourt le risque d'une valeur heuristique faible qui se résumerait à ceci. L'habitus, c'est ce qui me meut. Mise à l'épreuve des faits, encadré de concepts cousins qui en précisent le contenu, il peut sans doute constituer comme une sorte de synthèse générale. Le paradoxe, c'est que la sociologie de Bourdieu, dont le concept d'habitus est le centre puisqu'il est, d'une certaine façon, et la structure et l'acteur, peut parfaitement ne rien dévoiler si elle est approchée d'une manière trop dévote et fait, ainsi qu'a pu le faire observer Bernard Lahire en introduction à son livre, Lahire, 1999, l'objet de plagiat. La question de sa valeur heuristique dans la recherche de terrain est, me semble-t-il, posée. S'agissant des faits, si nous sommes contraints à une certaine modestie, la répétition des situations indique que pour ce qui est des dispositions au reclassement, nous avons affaire à un nombre de types limité. Mais nous ne devons pas oublier que le reclassement n'est pas du seul ressort de l'acteur ouvrier, ni même de l'organisme qui en est chargé. Il dépend également, et surtout, de l'état des offres d'emploi, des qualifications requises et de l'état plus général de l'économie. L'alpinisme, de la pratique à risque au style de vie. Viviane Seigneur. L'alpinisme est une pratique qui ne se laisse pas facilement approcher. Si l'on admet toujours qu'il s'agit de s'élever dans les montagnes, bien des définitions sociales coexistent, se succèdent ou se concurrencent plus ou moins. Entre archaïsme et modernité, Amorou 1998-2002, l'alpinisme se trouve à son origine, tiraillé entre objet d'étude pour les scientifiques, source d'inspiration pour les artistes et manne économique pour les montagnards, Le Jeune 1988, Seigneur 2003. Rapidement, l'alpinisme se pose comme enjeu de domination sociale, Bourdieu 1979, Possiello 1981, 1995, dans lequel l'élitisme social se confronte de plus en plus à l'élitisme technique, Le Jeune 1988 ou Abian 2000. Cette opposition connaîtra une certaine pérennité au travers du clivage. Alpinisme comme loisir ou comme sport de compétition, Raspaud 1991. Mais ces divisions seront dépassées par l'arrivée d'un alpinisme associé aux pratiques californiennes, Corneloup 1993, ou vu comme pratique fun, Brome 1985, Loré 1995. Cette filiation connaîtra une radicalisation au travers d'un alpinisme perçu comme sport extrême, Bayette, 1989, Baudry 1989, 1991, Le Scanf, 2002, etc. Et plus généralement comme une conduite à risque, Le Breton 1991, 1999, 2002, Baudry 1999, etc. Avec le développement de la sociologie du risque, l'alpinisme comme objet d'étude subit des requalifications dont les termes, souvent clandestins, méritent d'être précisément discutés. L'objectif de notre discussion est de confronter une sociologie qui qualifie essentiellement l'alpinisme comme une pratique à risque, à une approche empirique qui s'attache à repérer un style de vie, Roanne, 1995. Cette confrontation implique l'idée que la définition de l'alpinisme comme pratique à risque intègre directement une analyse des champs. La thématique du risque renvoie très exactement à ce nouvel entrant qui essaie de faire sauter les verrous de droit d'entrée, Bourdieu, 1992 sur 113. Notre approche compréhensive de la sécurité en haute montagne, Seigneur, 2003, nous a amené à confronter à notre terrain la littérature sur les pratiques à risque et à remarquer, d'une part, un déficit de réflexion fondamentale sur la définition du risque et d'autre part, une carence empirique quant à l'observation du monde vécu de l'alpinisme. On se propose de déployer le concept de risque sur la base de plusieurs notions. Le risque, l'incertitude, la phobie et le danger. Ces notions permettront de nourrir une approche lexicale critique incluant les mots d'aventure, d'extrême, d'ordalie, ou encore de contraphobie. Terrain du risque, risque du terrain. Précisons d'abord que la haute montagne est un espace naturel qui frappe les esprits. Son exotisme, comme son caractère spectaculaire, fait de cet environnement un univers singulier qui alimente de nombreux mythes. Ce statut mythique est d'autant plus fort que la connaissance et la fréquentation de la haute montagne demeurent partielles. À l'exception de quelques régions himalayennes et andines où la haute montagne constitue le lieu de vie, la fréquentation des cimes revient aux seuls grimpeurs. Au reste, ces derniers engendrent autant de mythes que les sommets eux-mêmes. En fait,
Les hauts reliefs, comme leurs pratiquants, marquent incontestablement les représentations sociales, et les périls éventuels de cet environnement inspirent tout autant l'imaginaire. La haute montagne, le grimpeur et le danger deviennent ainsi les composants essentiels des clichés relatifs à la haute montagne. Or, si ces images fortes pèsent sur l'imaginaire collectif, elles ne sont pas sans résonance dans les recherches sur le risque dont les analyses s'avèrent parfois très discutables sur le terrain. Le terrain étant peu accessible, les représentations sociales reposent le plus souvent sur les images d'un univers plutôt que sur la haute montagne concrète. Les projections qui sont faites sur la haute montagne sont ainsi rarement contredites par les informations directement issues du terrain. On peut ainsi dire que l'existence sociale des risques en haute montagne dépend essentiellement d'une médiatisation, et non pas d'une confrontation directe. Un risque aussi peu palpable autorise une construction et une déconstruction du risque en haute montagne avec beaucoup d'amplitude et facilement. Ainsi, l'image de la montagne vivifiante et régénératrice attendue pour nos enfants lors d'une sortie en raquette à neige coexiste avec l'image de l'Alpe homicide engloutissant dans une avalanche un groupe en hors-piste. Pourtant, ces différentes images renvoient à la réalité d'une seule et même montagne. De plus, la médiatisation du risque a le plus souvent lieu sous une forme spectaculaire. Elle tente à faire croire que les accidents en montagne sont des événements spectaculaires en insistant sur l'image de l'avalanche assassine plutôt que sur l'infarctus mortel au détour d'une promenade dominicale. On note que les grands médias tiennent la comptabilité des morts au Mont Blanc durant l'été, mais informent très rarement sur les morts en randonnée sur ce même massif. Pourtant, le nombre de décès en randonnée pédestre et en course alpine est grosso modo le même au sein du massif du Mont Blanc durant la saison estivale. Au reste, cette fascination pour le sensationnel entretient une forme de désinformation car les dangers les plus insidieux, qui sont aussi les plus courants, sont finalement ignorés. En outre, ces distorsions influencent souvent les débats sur la sécurité et sur la façon de qualifier les risques. C'est bien cette remarque qui incite à redoubler de vigilance quant à la manipulation de la notion de risque. La définition même de ce qu'est un risque nécessite d'être rappelée et précisée face à ces distorsions. D'abord, rappelons que l'ampleur, l'urgence et l'existence des risques évoluent avec la diversité des critères et des intérêts, Beck, 2001/61. Ensuite, précisons que la notion stricte de risque implique un danger éventuel plus ou moins prévisible. Pour parler de conduite à risque, il faut qu'il existe une exposition de soi à une probabilité non négligeable de se blesser ou de mourir, de léser son avenir personnel ou de mettre sa santé en péril, Le Breton 2002/61. Il faut donc un lien plus ou moins plausible avec le danger. Il est cependant de plus en plus courant de lire des travaux qui traitent du risque là où il n'existe pas de danger. Ainsi, l'étude de Patrick Peretti-Vatel sur les prises de risque délibérées 2003/125-141 présente différentes pratiques au rang desquelles on trouve le saut à l'élastique ou l'attraction de foire. Or, ces pratiques à sensation n'en demeurent pas moins sûres. Parfois, le chercheur lui-même se met dans une situation quelque peu paradoxale à parler de conduite à risque tout en remarquant qu'il n'y a pas de danger. Ainsi, Cécile Marta présente une recherche sur l'escalade en falaise en ces termes. Les données qualitatives issues de notre étude antérieure sur le rapport au risque des grimpeurs nous ont montré la pluralité des facteurs à l'œuvre dans l'élaboration des représentations du risque. Caractérisée majoritairement par la peur de la chute, bien qu'elle ne soit pas dangereuse étant donné le système d'assurage, 2003/58. L'amalgame entre le danger et d'autres éléments tels que la phobie ou la sensation forte présente alors la thématique du risque sous son jour le plus équivoque. L'image des raids d'aventure fonctionne précisément sur cette ambiguïté, comme le note Marianne Barthélémy. Les ingrédients de l'aventure sont judicieusement combinés et souvent mis en scène afin d'attiser les imaginaires. L'incertitude de l'épreuve liée aux conditions difficiles de course ainsi qu'à l'environnement lointain et hostile pour la plupart des raids réputés difficiles, rend l'issue hasardeuse et donc aventureuse. Si le coureur se laisse bercer par l'illusion du risque, il n'est cependant pas dupe et sait très bien que l'issue du raid n'est jamais fatale. 2003/84. Cela dit, l'ambiguïté du raid aventure invite à rechercher l'origine exacte du malentendu. Dans cette perspective, l'incertitude évoquée par M. Barthélémy a son rôle à jouer. Prise de risque et moment de doute.
L'incertitude indique la part imprévisible de certains risques et correspond à un thème majeur de la haute montagne. La confrontation à l'incertitude est particulièrement marquée en expédition. En outre, l'expérience de la haute montagne constitue sans doute une aventure et ce, non parce que l'on s'expose nécessairement à un danger mais parce que l'on avance vers l'inconnu. L'adaptation de l'organisme à la haute altitude n'est pas sans énigme ni sans poser de problème. Certains sont sans gravité en soi tant qu'ils surviennent isolément, la migraine, la perte d'appétit, etc. Mais lorsque le tableau clinique accumule les symptômes, on peut craindre la survenue d'un œdème pulmonaire et ou cérébral qui peut entraîner la mort à terme. L'expérience suivante est édifiante sur ce point. Robert, un technicien de 32 ans employé d'une compagnie aérienne, a projeté l'ascension de l'Aconcagua avec son ami Mirko, 28 ans, menuisier et artisan à son compte. L'Aconcagua est le plus haut sommet du continent américain, avec ses 6962 mètres. Mirko détient déjà une expérience de l'altitude à 6000 mètres. L'année précédente, il a déjà tenté l'ascension de ce sommet. En revanche, Robert n'a jamais dépassé les 3500 mètres. Les extraits de notes d'observation in situ présentés succinctement ci-dessous montrent que sans s'exposer directement au risque ou au danger, la seule expérience de l'incertitude suffit amplement à alimenter une aventure alpine. Au 3e jour d'expédition et à 3300 mètres d'altitude, Robert se plaint d'une petite migraine dont il ne connaît pas l'origine. Je le rassure en lui disant que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.